Le point des idées sur LCI, ravi de vous retrouver comme chaque semaine en compagnie d'Étienne Germel, le directeur du Point. Bonjour Étienne. Bonjour Sonia, bonjour à tous et bienvenue. Vous connaissez notre devise, penser c'est comme se dépenser, c'est bon pour la santé. Et donc cette semaine, notre premier prof d'aérobic se nomme Frédéric Beigbeder. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric Beigbeder, vous publiez Bibliothèque de survie aux éditions de l'Observatoire, votre top 50 littéraire de 2021. 50 ouvrages que vous avez sélectionnés, de Colette à Virginie Despentes, en passant par Milan Kundera, Romain Gary, Oscar Wilde, mais aussi Emma Becker, Scholastique Mokasonga et tant d'autres. Oui. Mais alors, on a été étonnés en lisant ce livre parce que c'est quand même très pessimiste. Vous qui étiez l'avocat de la frivolité, mais un manuel de survie, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un des effets pervers du confinement, à force de m'enfermer chez moi, d'interdire tout ce que j'aime, les restos, les bars, les cinémas, les théâtres, et même les librairies pendant 5 mois, je suis devenu complètement dingue. Et là, maintenant, ce livre, c'est une ordonnance. Justement, c'est une ordonnance du docteur Beigbeder pour essayer d'aider les gens à s'en sortir, parce que là, je suis en dépression totale. Mais alors, est-ce que vous exagérez pas un petit peu quand même sur le fond ? Jamais. Ça réouvre, tout va bien, l'économie repart. Laurence Boone va nous en parler tout à l'heure. Est-ce que vous forcez pas un peu le trait ? Est-ce que vous êtes pas ? Qu'est-ce qui vous arrive au fond ? On comprend pas. Ah oui. Ce qui m'arrive, c'est très simple. Moi, j'ai débuté dans la presse à Globe dans les années 80. Je suis un élève du politiquement correct. Moi, je suis pour qu'on défende la tolérance. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le politiquement correct devient intolérant. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. C'est ça qui vous perturbe beaucoup plus au confinement, la cancel culture. Oui, la cancel culture, parce que je n'aime pas la censure. De toute façon, je suis contre la censure. Depuis le procès des Fleurs du Mal, je trouve que c'est une idiotie, c'est une connerie. Et donc, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, on veut interdire des gens, on veut corriger le passé, corriger les œuvres d'art, aseptiser la culture. Voilà, tout ça... ça m'embête, parce que moi, les livres que j'aime sont justement des livres scandaleux, choquants, sulfureux. Donc, si vous voulez, si maintenant on doit, non seulement quand on est un artiste, écrire des choses inoffensives et qui font du bien, et en plus, dans sa vie personnelle, être exemplaire, je mets la clé sous la porte. Voilà. Je ne vais plus pouvoir continuer à travailler. Manuel de survie, ça veut dire qu'aujourd'hui, la littérature française est vraiment menacée de mort ? Par cette cancel culture ? Non, je suis un peu paranoïaque de toute façon en règle générale. Je crois que c'est bon quand on écrit d'imaginer des ennemis. Mais je dirais que, pas menacé de mort, mais menacé de contrôle, de surveillance, de même que la société. On voit ce qui s'est passé depuis 16 mois. Quand on veut faire le bien des autres, on arrive à les dénoncer, les surveiller et les contrôler. C'est la même chose avec l'art. Si on veut que l'art soit nécessairement généreux et bienveillant, on va arriver à le surveiller, le contrôler, le corriger. Mais alors justement, vous parlez de paranoïa, vous écrivez depuis l'Antiquité, la bienveillance est l'autre visage de l'autoritarisme. Finalement, la fermeture des librairies, des théâtres, des cinémas et des discothèques ne fut pas un hasard, par un glissement, somme toute logique. La bienveillance sanitaire devenue bien pensant sécuritaire aboutit à la haine de la liberté de se rassembler, de se serrer la main, de danser, mais aussi de débattre et de réfléchir. Oui. Quand il entend le mot culture, le ministre de la Santé sort son revolver. Vous n'allez pas un peu loin, là ? On a l'impression que vous accusez carrément le gouvernement d'avoir inventé cette crise sanitaire et qu'il y avait un dessein de profiter de la situation pour restreindre nos libertés. Elle est super, elle est très très bien votre question, même si elle est un peu longue. Non, en revanche, non. Je vous ai cité en grande partie. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a effectivement un point commun entre l'idée de protéger les citoyens contre un virus et celui de protéger les citoyens contre l'art, contre la littérature et contre la liberté, comme si on était des enfants de 8 ans et demi et qu'il fallait toujours faire attention à ne pas nous faire mal. Or, pour moi, l'art, c'est quelque chose qui doit choquer, qui doit peut-être faire mal et ouvrir les yeux des gens, et on ne doit pas nécessairement protéger les citoyens. On est des grands garçons, en fait. Oui, mais alors, pardon, parce que dans les livres
que vous évoquez, c'est Les carnets du sous-sol de Dostoïevski. Oui. Et alors, c'est passionnant parce que c'est un livre de l'isolement, de la détestation du monde d'après. Et alors, vous citez Dostoïevski, un homme d'action est une créature nécessairement limitée. C'est atroce comme citation. Vous le rapprochez d'Oblomov, ce chef-d'œuvre de Sergei Kontcharov. Oui, et nous, ça nous a fait penser à Jean-Claude Kaufmann, qui est un sociologue, qui a sorti un livre récemment intitulé « C'est fatigant la liberté » et qui décrit en fait la civilisation du pyjama. Est-ce qu'au fond, les gens ne le cherchent pas? Vous dites que c'est une contrainte. Est-ce que c'est la contrainte de l'État ou est-ce que c'est pas les gens qui veulent tout simplement se renfermer sur eux-mêmes? Est-ce que c'est pas simplement un mouvement de la société? Mais ouais, c'est tout à fait possible que les gens aient peur d'être libres. Je crois que c'est vrai. Ça s'est d'ailleurs constaté quand l'URSS s'est arrêté d'exister. Les Russes étaient un peu paumés parce que tout d'un coup, il fallait être libre. Et c'est douloureux. Mais bon, je suis quand même plus pour la liberté que pour la morale. Je crois qu'on doit faire confiance dans la liberté, même si c'est difficile, même si ça peut rendre mélancolique. Moi, j'ai pas envie d'être en permanence assisté. Je ne demande pas à l'État de me care, de me protéger, de me soigner tout le temps. Non, moi je pense que la vie est dangereuse, elle est pleine de microbes, d'accidents d'autobus, d'attentats. Voilà, et puis il y a même un truc à la fin qui s'appelle la mort et qui fait partie de la vie. Et donc pour l'art, c'est la même chose. Les œuvres d'art bienveillantes deviennent manichéennes. Les gentils doivent l'emporter sur les méchants, le bien doit triompher du mal. C'est chiant. Ça donne des livres ennuyeux, c'est vrai, ça donne des films et des livres et des spectacles ennuyeux. Et moi, j'ai envie de m'amuser. Je suis critique littéraire, j'ai pas envie de lire sans arrêt des romans Xanax ou des romans qui veulent témoigner de la douleur et soigner les gens. Des sensitivity readers, comme on dit, c'est-à-dire des lecteurs aux États-Unis qui essaient de repérer en France aussi, les trigger warnings. Voilà, il y a une autocensure clairement dans les livres. On voit beaucoup si vous regardez la liste des best-sellers du Point, j'imagine que sur les 10 premiers, vous en avez 9 qui parlent de résilience, avec des personnages qui allaient mal au début, puis qui vont mieux à la fin. Bon, moi, si tous les livres sont identiques, ça ne m'intéresse pas. Et donc la littérature ne peut pas nous aider à vivre? Si, elle peut, mais ce n'est pas obligatoire. Et souvent, ça ne donne pas les meilleurs livres. Malheureusement, Stendhal dit que le roman doit être un miroir qu'on promène le long du chemin. Donc en fait, c'est un miroir où on regarde ce qui va bien, ce qui ne va pas aussi. Et peut-être que ce qui ne va pas est plus intéressant. Alors vous dites, vous écrivez « J'aime les moralistes, je hais les moralisateurs ». Alors c'est bien, il y en a beaucoup des moralisateurs, mais vous, par exemple, on vous fait la morale? J'ai l'impression qu'on me l'a fait tout le temps en permanence depuis ma naissance. Donc, mais ça s'est aggravé ces dernières années. Ça s'est aggravé. Oui, j'ai l'impression que je me fais engueuler souvent, qu'on me demande de faire attention à ce que je dis. Dieu merci, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que je suis trop paresseux et que je veux que quand j'écris quelque chose, ça soit rémunéré. Mais c'est vrai que sinon, je trouve ça bizarre, ce contrôle, cette surveillance, cette paranoïa. Moi, j'ai l'impression que ma paranoïa à moi est plus saine que la paranoïa de l'État ou d'Internet. Voilà. 50 livres, et en tête de votre hit parade, Frédéric Beigbeder, on retrouve Colette. Ouais. Le pur et l'impur, le désir de pureté nous élève, mais l'acceptation de notre impureté nous soulage, écrit-elle, un recueil de portraits décadents publié à partir de mai 1932, et qui à l'époque avait fait scandale, et le journal avait été obligé de dépublier. Donc finalement, la cancel culture, ça date pas d'aujourd'hui. Quelle est la différence entre cette censure-là de Baudelaire au 19e, de Colette, et la cancel culture d'aujourd'hui? Il n'y en a pas, vous avez tout à fait raison. La cancel culture, c'est un mot nouveau pour décrire un vieux phénomène qui est le puritanisme. Il y a eu ça au moment des Fleurs du Mal de Baudelaire, 1857. Il y a eu le procès de Madame Bovary. Et ensuite, il y a eu la même chose en Union soviétique. Dès que quelqu'un écrivait une phrase pessimiste, il risquait la mort ou la déportation. Et puis, vous avez tout à fait raison, Colette, en 1932, publie ce reportage assez choquant, parce que ça se passe dans des fumeries d'opium, dans des bordels. Elle rencontre des lesbiennes, elle interviewe des Don Juan, toutes sortes de personnes, en leur posant uniquement la question du plaisir physique. Et ce sujet-là était totalement tabou. Il l'est peut-être encore, d'ailleurs. Et donc, elle a été cancelée en 1932. Mais alors, effectivement, ce qui est intéressant avec Colette, c'est que c'est pas une censure d'État.
c'est la pression des lecteurs. Oui, oui. Mais aujourd'hui, ce seraient les réseaux sociaux. Ça commence toujours par cette espèce de pression de l'opinion publique. En réalité, vous le savez puisque vous dirigez un journal, le courrier des lecteurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Et les réseaux sociaux non plus. C'est une minorité de gens très agissants qui se plaignent, qui se choquent, qui se scandalisent. Et a priori, on ne devrait pas les écouter. On ne devrait pas les écouter parce que la majorité est toujours silencieuse. La majorité, elle était probablement d'accord avec le texte de Colette. Alors, vous parlez il y a un chapitre sur Philip Roth, et vous vous demandez si Gallimard le publierait aujourd'hui, si ces romans étaient envoyés par n'importe qui. Vous pensez vraiment ça ? Il y a des scènes où le personnage de Portnoy se masturbe dans un autobus. Vous voyez, en regardant une femme ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si aujourd'hui ce serait conservé. Et puis, à propos de Philip Roth, il y a quand même ce qui vient d'arriver, là, le biographe de Roth, qui avait eu accès à toutes ces archives, qui était très proche de Philip Roth, a donc publié aux États-Unis une biographie monumentale de 900 pages, et elle vient d'être retirée des librairies, simplement parce que ce type, l'auteur, est accusé par une étudiante de l'avoir harcelé sexuellement. Et là encore, moi, je trouve très, très, très criminel d'emmerder les femmes et de leur sauter dessus sans leur consentement. Mais ça n'a rien à voir avec la biographie qui est publiée. Pourquoi est-ce qu'on retire le livre ? C'est l'homme qu'il faut juger, pas le livre. Et cette chose-là, je la trouve débile. Enfin. Alors on en vient à la question du féminisme. Vous n'êtes pas tout à fait en phase avec les féministes d'aujourd'hui, Frédéric Becbédé. Vous avez critiqué le mouvement MeToo et ce que vous appelez encore dans ce livre les appels à la délation sexuelle. Pourtant, vous vous dites féministe. En 7e position de votre top 50, on retrouve les mémoires de Simone de Beauvoir, qui aurait selon vous sa place au Panthéon. Sur les 50 livres, j'ai compté 18 sont écrits par des femmes. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que vous avez évolué sur la question du féminisme ? Il y a deux féminismes en fait, et c'était déjà le cas du temps de Beauvoir ou de Colette. Colette, c'est un bon exemple. C'est une féministe, elle est libre, elle a eu une vie extraordinairement ouverte, bisexuelle, tout ça. Enfin, et en même temps, elle n'a jamais prôné la censure. Elle n'était pas revancharde contre les hommes. Elle regardait tout le monde avec la même indulgence et sans jugement moral. Et je pense qu'il y a une frange du féminisme qui est très puritaine, très vertueuse, et une autre qui est pro-sexe, qui est beaucoup plus, à mon avis, ouverte et moderne et que je soutiens. Voilà. Et dans mon livre, il y a également Emma Becker. Emma Becker, elle est allée dans un bordel à Berlin pour voir ce que vivaient les prostituées. Et c'est une féministe, pourtant. C'est pas... Donc j'ai ce sentiment que... Et elle ne juge pas d'ailleurs. En fait, on mélange une critique de la liberté sexuelle avec le féminisme. Et ça ne devrait pas être mélangé. Alors, vous citez l'exemple d'Échille et de sa pièce Les Euménides, qui se traduit en grec par bienveillante, mais en latin, ça donne les furies. Oui, exactement. C'est incroyable cette histoire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la bienveillance peut se transformer en intransigeance, c'est ça ? C'est ce que nous vivons en ce moment. On est tous bienveillants, on ne veut pas le mal, la plupart, enfin à part quelques psychopathes, mais en général, on veut plutôt le bien des autres. Mais la bienveillance au pouvoir mène inéluctablement à rendre furieux et à finalement obliger les autres à nous ressembler. Et c'est là qu'il y a un glissement. Vous vous rendez compte que déjà, à l'époque, Échille essayait, c'était son message de dire ça. Les bienveillantes, ce sont des déesses qui pleurent des larmes de sang et qui font très très peur. Et c'est le titre qu'a choisi Jonathan Little pour son grand roman du nazisme. Donc, attention à la bienveillance, c'est très bien, mais peut-être pas au pouvoir. Sinon, on bascule dans l'autoritarisme et dans le totalitarisme. Alors, vous dites que vous aimez les livres courts et légers, mais vous faites quand même des exceptions. Le numéro 13, je l'ai noté, vous m'avez donné particulièrement envie de le lire. Auto Moribundia, de l'écrivain espagnol Ramón Gómez de la Serna. 800 pages. Et alors, vous dites, il m'arrive rarement de tomber aussi passionnément amoureux d'un livre. Quand vous ouvrirez ce chef-d'œuvre, votre vie va changer. Alors la littérature, ça peut faire changer la vie, en mieux. Oui, quand même, bien sûr, oui. Non, mais bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'aime beaucoup d'ailleurs le titre de Georges Perec, La vie, mode d'emploi.
c'est une bonne définition de ce que la littérature peut être, un mode d'emploi qui nous apprend à vivre, mais qui nous apprend en nous montrant le bien et le mal. Et Ramon Gomez de la Serna, c'est un bon exemple, dans Auto Moribundia, il fait vraiment un bilan de toute son existence. Alors il raconte sa jeunesse à Madrid, les fêtes, les grandes conférences folles qu'il faisait, les beuveries, les histoires d'amour. Et on voit vraiment un homme entier, avec ses réussites, ses échecs, ses failles, avec aussi l'arrivée des fascistes, la guerre et l'exil. C'est vraiment un livre où on rencontre quelqu'un. Moi, c'est ça que j'aime, en fait. Les livres, c'est pas des objets en papier, c'est des gens. Voilà. Et alors, justement, à propos des gens, ils reflètent aussi un peu une époque sombre, puisque vous parlez beaucoup d'écrivains qui écrivent au milieu des morts. Vous parlez beaucoup de Ris et de Philippe Lançon. Oui. Les deux, d'ailleurs, vous n'avez pas choisi. Deux versions, récits différents de l'attentat contre Charlie Hebdo. Puis vous parlez aussi, et c'est formidable d'ailleurs, de Scholastique Mukasonga, immense écrivaine rwandaise qui, elle, raconte le génocide rwandais. Et ça y est, là, on est dans une époque où l'histoire est repartie, c'est ça que ça veut dire, et donc les écrivains sont dans cette histoire-là. Bah, écoutez, moi, oui, ma génération, elle a finalement pas connu la guerre. On a été très protégés, on a eu beaucoup de chance, on a consommé, pollué la planète et tout ça. Et puis finalement, la violence revient. La violence, elle arrive différemment. Elle arrive avec le terrorisme, et puis dans certains pays, les génocides. Ça ne s'arrête pas, quoi. Et je dirais que là, la période actuelle, c'est-à-dire après 16 mois d'une crise sanitaire inédite et mondiale, je pense que le fait de ne plus se toucher, se rencontrer, se parler et discuter ensemble, ça rend violent. Et qu'il y a une ambiance plus dure, parce que plus bête, parce que voilà, la violence, c'est l'exutoire de la bêtise, en fait. Et donc on vit une période compliquée à cause de ça. Il y a une question qu'on s'est posée avec Étienne en préparant cette émission, enfin c'est surtout Étienne. Où est passée la frivolité ? On s'est demandé si cette mélancolie n'était pas tout simplement le signe qu'on vieillit. Est-ce que vous vous sentez vieillir, Frédéric Becbédé ? Merci beaucoup. Merci Étienne pour cette question. Tu n'as même pas eu le courage de la poser toi-même. Non mais, parce que le temps des boîtes de nuit de Moscou, oui. le 19, le Diaghilev, c'est les plus grandes... Toutes ces adresses de boîtes qui sont fermées, qui n'existent plus. Voilà, qui sont fermées. Est-ce que quand les boîtes de nuit ferment, finalement, ça ne veut pas dire juste qu'on a vieilli ? Quand les boîtes de nuit ferment, non, c'est parce que le pouvoir a décidé de punir les fêtards et les noctambules. Non, mais en fait, c'est tout à fait exact. Ah bah oui, je vieillis, ça, comme tout le monde. Mais est-ce que j'ai perdu ma frivolité ? Non, mais je pense que la légèreté est devenue un combat. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, pour par exemple une caricature, on peut crever sous les balles d'un assassin. Parfois, la légèreté, elle demande de se battre, et c'est ce qui se produit aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, les gens un peu frivoles et qui veulent rigoler, ils ont beaucoup souffert depuis 1 an et demi, et ils doivent se mobiliser et se défendre. C'est ça que je crois. Mais alors, oui, donc c'est vrai que, en fait, vous êtes quand même devenu un personnage beaucoup plus mélancolique que par le passé. Vous le savez, ça, ou vous le ressentez comme ça ? Moi, je crois pas. Je crois que je l'ai toujours été. Peut-être que vous ne le perceviez pas, mais si on regarde mes livres, L'amour dure 3 ans, Vacances dans le coma, 99 francs, c'est un livre très noir. C'est toujours frais, ça, d'ailleurs, de L'amour dure toujours 3 ans. L'amour dure 3 ans, non, c'est complètement faux. Ça, c'est un truc de jeune homme déçu qui n'a rien compris à l'amour, ça c'est clair. Mais non, mais je veux dire, même mon livre sur le 11 septembre, c'était pas des livres très très joyeux. J'ai toujours écrit des choses sombres avec des confettis, des serpentins et de la vodka. Frédéric Becbédé, vous allez aussi monter sur scène cet été, alors je ne sais pas s'il y aura de la vodka, pour un DJ set littéraire, une lecture de textes extraits de vos livres, ponctués par la musique de DJ Pone, avec 2 premières dates au Bataclan cette semaine, et puis vous allez enchaîner avec une tournée cet été, les 1er et 2 juillet à Antibes, et un retour au Bataclan à la rentrée les 24 et 25 septembre. Comment est née l'idée de ce spectacle ? Vous êtes tenté par le one-man show ? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas one, puisque je suis avec un disc jockey à côté de moi. Non, mais je pense que peut-être c'est là aussi un effet de cet enfermement interminable.
J'ai eu envie de sortir de chez moi, d'aller lire des textes, de voir de la lumière. C'est un projet assez inédit parce que les écrivains, souvent, quand ils parlent devant des gens, c'est juste un tabouret, un micro et une bouteille d'eau minérale. Là, c'est très spectaculaire. Bukowski faisait des lectures avec des bouteilles de vin. Et vous le ferez avec des bouteilles de vodka ou pas? Bien sûr. Maintenant que vous en produisez. Évidemment. Non, et puis voilà, ça va être. Je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez original. Je crois qu'on va. Voilà. J'espère que. Enfin, en tout cas, ça s'est très bien passé hier et avant-hier. Et j'ai hâte d'y retourner à Antibes. Rendez-vous donc à Antibes les 1er et 2 juillet et retour au Bataclan les 24 et 25 septembre. Bibliothèque de survie, on vous le conseille avec Étienne aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Frédéric Becbédé d'être passé sur le plateau d'LCI. On continue le point des idées dans un instant, Étienne, avec notre invité. Avec Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, on va parler d'argent balancé par l'hélicoptère. Tout un programme.